La fin des fonctions maintenant, alors plusieurs hypothèses comme toujours. Tout d'abord, la révocation. Non, je me suis mal exprimée là dans mon... J'ai mis les causes de révocation, c'est les causes tout simplement. Fin des fonctions, les causes. Point. Alors première cause, la révocation on en parlera après. Première cause, l'arrivée du terme. Alors effectivement, je vous l'ai dit, la durée des fonctions est fixée par les statuts. On a dit 5 ans, eh bien, au bout des 5 ans, les fonctions s'arrêtent automatiquement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement, en pratique? Eh bien, que, sauf s'il y a un renouvellement du mandat, mais un renouvellement qui ne pourra pas être tacite, qui devra être express, avec une décision des associés. Donc, sauf dans ce cas-là, les fonctions s'arrêtent dès l'arrivée du terme, sans qu'il soit nécessaire ni de signifier cette arrivée du terme au gérant, ni de lui accorder un délai de préavis. Donc voilà, on est tout à fait là dans la logique du mandat social. Donc le gérant sait dès le départ pour combien de temps il a été nommé. Il n'y a pas besoin de lui rappeler que ses fonctions s'arrêtent à cette date, ni de lui accorder un délai avant que ce soit effectif. Autre cause donc qui mettent fin aux fonctions de gérant, lorsque le gérant est empêché, comme on dit, donc c'est un terme assez général qui vise pas mal de situations, donc le gérant qui était parfaitement capable au moment de sa nomination, eh bien finalement ne l'est plus, il est sous un régime de tutelle, eh bien forcément ça va l'empêcher d'exercer ses fonctions. Le gérant qui avait une action politique très engagée et efficace, vient d'être élu au Parlement, il est devenu député, eh bien, il va arrêter ses fonctions. Même chose, il tombe sous le coup d'une déchéance, cette fois-ci. La justice l'a rattrapé avec une vieille histoire de fraude fiscale ou d'escroquerie, eh bien, interdiction de gérer, il doit quitter ses fonctions. La maladie, c'est également une hypothèse d'empêchement. La démission, elle est tout à fait possible et elle n'est absolument pas réglementée. Donc les gérants de SARL peuvent démissionner tout à fait librement. La seule chose, c'est que là, alors c'est possible, quel que soit le statut du gérant, associé ou non, gérant statutaire ou non, même un gérant statutaire peut parfaitement démissionner. C'est quand même assez logique que le simple fait que le nom du gérant figure dans les statuts ne l'empêche pas de quitter ses fonctions. Donc c'est possible dans tous les cas, mais par contre, là, il faut que ce soit notifié à la société très clairement pour que celle-ci puisse prendre acte de la décision. Et puis, attention, si il apparaît que la démission est sans juste motif, eh bien, et que cela, voilà, il faut qu'il y ait un préjudice. Si c'est sans juste motif et que cette absence de motif et par exemple peut-être la brutalité de la démission entraîne un préjudice pour la société, eh bien, il pourra y avoir une réparation de ce préjudice. Mais voilà, bon, non seulement il faut qu'il n'y ait absence de juste motif, mais en plus, il faut qu'il y ait préjudice. Fait que c'est quand même pas des hypothèses aussi fréquentes. Puis on peut voir que c'est aussi en fonction de la manière dont se passe la démission. C'est vrai que le gérant, vu sa position au sein de la société, s'il part très brutalement du jour au lendemain et que il y a une vacance justement de la direction, ça peut poser des problèmes, surtout s'il n'y a pas de transmission au nouveau gérant. Parlons maintenant, voici autre cause de fin des fonctions, la révocation du gérant. Cette révocation, elle peut être le fait des associés, c'est généralement le cas. Cette décision est prise soit à la suite de la réunion d'une assemblée, donc on va convoquer les associés, soit on va les consulter par écrit. Nous verrons que c'est une possibilité dans ce type de société. Le problème, c'est que alors je vous l'ai dit au début, il peut y avoir un ou plusieurs gérants. Il arrive qu'il y ait plusieurs gérants, mais assez souvent, c'est un gérant unique. Vous pensez bien que le gérant unique
ne va pas convoquer ni consulter les associés pour qu'ils le révoquent. Donc ça pose un problème qui est assez facilement résolu, encore que la règle, c'est que les associés n'ont pas le pouvoir, eux, s'ils veulent révoquer le gérant, de convoquer eux-mêmes l'Assemblée pour qu'elle prenne la décision. Donc, il y a une possibilité, il leur faut s'adresser au tribunal pour que celui-ci désigne, donc judiciairement, un mandataire chargé de convoquer l'Assemblée. Donc il y a une réponse de la loi à cette hypothèse qui peut être une hypothèse de blocage et qui peut conduire à l'irrévocabilité du gérant, ce qui est un vrai problème. Eh bien, donc on s'adresse à la justice. Voilà, évidemment, ce sont des décisions qui sont prises en référé et ce qui permet d'avoir une réponse assez rapide. Les règles de majorité à respecter en la matière pour la révocation, c'est symétrique de ce que nous avons dit pour la nomination. Donc majorité absolue des parts sociales, la moitié des parts plus une, et majorité simple ou relative s'il y a une deuxième consultation, laquelle n'est possible que si les statuts l'autorisent. Mais les statuts peuvent très bien prévoir qu'il n'y aura pas de deuxième consultation. Bon, c'est rare en pratique parce que ça amène à des situations de blocage, justement. Petite précision, en la matière, comme dans beaucoup d'autres d'ailleurs, les statuts de SARL peuvent exiger une majorité plus forte pour justement procéder à la révocation du gérant. Donc on peut imaginer une majorité des 2/3 par exemple. Le gérant qui est associé, celui qui n'est pas associé évidemment ne va pas participer au vote, mais le gérant associé participe au vote. Et donc, là encore, s'il est majoritaire, ça va poser un vrai problème. Et parfois même s'il est minoritaire. Donc, si le gérant est majoritaire, eh bien, il n'y a pas 36 possibilités. À ce moment-là, il va falloir passer, là encore, par la justice. Et ce ne seront pas les associés qui vont révoquer le gérant. Dans cette hypothèse-là, eh bien, c'est le juge qui va décider de la révocation. Alors, avant de vous en dire 2 mots, sachez que le gérant de SARL peut être révoqué, mais il faut pour cela un juste motif. Dans le cas contraire, il peut exiger des dommages et intérêts. Donc vous voyez qu'il y a une grosse différence avec ce que nous avons dit à propos des dirigeants de SA qui, eux, pour certains d'entre eux, pour certains dirigeants de SA, qui, eux, sont révocables ad nutum et sans motif. Donc évidemment, là, ça n'est pas tout à fait la même chose. Alors la notion de juste motif, bon, elle n'est pas définie par la loi. Ce sont les tribunaux qui, au fur et à mesure des litiges auxquels ils ont été confrontés, ont finalement un petit peu permis de cerner ça. Mais c'est une appréciation qu'ils font au cas par cas. C'est une appréciation qui est faite par les juges du fond. Et l'étude de la jurisprudence montre que l'analyse du motif et comment dire, pour qualifier ou de juste motif ou justement pour décider que la révocation est sans juste motif, la jurisprudence montre que c'est la notion d'intérêt social qui va guider les juges en la matière. Donc quelques exemples, bon, mais c'est assez classique, vous allez le voir, des hypothèses de mauvaise gestion. Alors qu'est-ce qui peut révéler la mauvaise gestion, mais par exemple des achats ou plus généralement des dépenses inconsidérées qui sont effectuées par la gérance. On peut aussi, ça s'est vu, considérer que le gérant qui reste totalement inactif face à une situation financière qui est catastrophique commet, là encore, une erreur de gestion et que ça constitue donc une cause de révocation légitime. Le fait que le gérant ne respecte pas la loi ou qu'il ne respecte pas les statuts, c'est là encore une faute
qui justifie sa révocation. Donc le gérant qui n'établit pas les comptes, ou le gérant qui établit les comptes mais qui ne les soumet pas à l'approbation de l'Assemblée, eh bien, il est susceptible d'être révoqué. Le gérant qui dépasse les pouvoirs que les statuts lui accordent, on va revenir là-dessus tout de suite après, même chose, c'est une faute qui justifie sa révocation, ça va constituer un juste motif. Et puis parfois, la mésentente entre co-gérants va amener la révocation, soit des deux d'ailleurs, soit de l'un d'entre eux, c'est tout à fait admis, ou encore, ça c'est un peu différent, des divergences très importantes avec les associés en ce qui concerne, eh bien, la manière justement de diriger la stratégie de la société. C'est constitutif d'un juste motif. Et puis bien sûr des choses qui sont encore plus graves, hein. Par exemple le fait pour le gérant de créer une société concurrente à celle qu'il dirige. Il est certain que ça peut amener les associés à une perte de confiance qui justifie la révocation. Nous terminons par l'hypothèse de la révocation judiciaire. Elle peut se faire à la demande de tout associé. Donc je vous précise qu'il n'y a pas de minimum du capital, pas de montant minimum du capital à détenir, pas de fraction minimum du capital à détenir, comme pour d'autres droits qui sont reconnus aux associés. On parlera ultérieurement de l'expertise de gestion, on parlera il y a d'autres hypothèses où on exige que les associés détiennent au moins, généralement c'est 10% dans la SARL du capital. Là, ça n'est pas le cas. Même un associé qui est très très minoritaire pourra demander la révocation judiciaire. Mais évidemment, il ne pourra l'obtenir que s'il y a, là encore, un juste motif, ce qu'on appelle également une cause légitime. Donc voilà pour les causes qui vont amener le gérant à cesser ses fonctions. Effet de la révocation, eh bien, alors même chose, hein, je ne sais pas à quoi je pensais quand j'ai fait ça, les effets de la fin des fonctions, hein, donc, et notamment de la révocation. Donc, à l'égard des associés, l'effet est immédiat, c'est-à-dire que lorsqu'il s'agit d'une révocation, dès la décision des associés, eh bien, le gérant doit cesser ses fonctions. Même chose s'il s'agit d'un jugement du tribunal de commerce. La révocation est prononcée judiciairement. À la date du jugement, le gérant doit cesser ses fonctions. Ce qui veut dire, pour être très clair, qu'à partir du moment où il n'est plus en fonction, parce que le terme est arrivé, parce qu'il est sous le coup d'une incapacité, parce que il est donc frappé d'une déchéance ou parce qu'il a été révoqué par les associés ou judiciairement, eh bien, il ne peut plus agir au nom de la société. Et s'il le fait, il engage sa responsabilité. Donc là, les choses sont extrêmement claires et surtout, elles sont automatiques. Hein. Dès que le jugement est prononcé, dès que la décision est prise, eh bien, c'est la fin des fonctions et plus aucune possibilité d'agir. Hein. On va le voir, le gérant représente la société. Ben, à partir du moment où il a été révoqué, c'est terminé immédiatement. Alors justement, à l'égard des tiers, eh bien, c'est un peu différent parce que je vous l'ai dit, la nomination du gérant est publiée. Mais, donc, les tiers savent que M. Dupont est gérant. Si M. Dupont est révoqué aujourd'hui, mais qu'on n'a pas prévenu les tiers, mais évidemment, ils ne peuvent pas savoir que Monsieur Dupont ne peut plus ne représente plus la société. C'est la raison pour laquelle le changement est publié, parce que quand on révoque un gérant, je ne l'ai pas précisé, mais bon, ça va de soi, qu'est-ce qu'on fait en même temps? On en nomme un autre, hein, bien sûr. Hein. Donc le changement de gérant est publié, toujours même chose, journal d'annonce légale, dépôt au greffe, inscription modificative et publication au BODAC. Et donc, à partir de ce moment-là, la révocation est opposable au tiers. Hein. Donc ça, dès la publication, ce qui veut dire que les associés ont quand même
tout intérêt, à partir du moment où la fin des fonctions est constatée, parce que c'est le terme, parce qu'il y a une incompatibilité, parce qu'il y a eu révocation, à faire cette publicité le plus vite possible. Parce que le gérant a beau ne plus avoir le droit d'agir au nom de la société, il pourrait être tenté de le faire encore, les tiers n'étant pas prévenus, mais ça peut poser problème. Alors, ceci étant, donc la révocation est opposable aux tiers dès la publication, mais également en l'absence de publication, si jamais on peut prouver que les tiers avaient connaissance du changement de gérant. Mais ce n'est pas toujours évident à apporter cette preuve-là, ce qui veut dire qu'il est très important de veiller à faire cette publication dans les plus brefs délais. Faute de quoi, si le tiers ignorait le changement de gérant, qu'il n'y a pas eu de publication, que le gérant a agi comme s'il était toujours gérant, l'ancien gérant a agi comme s'il représentait toujours la société, eh bien la société sera engagée.